Le roi du Maroc effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire à partir de ce vendredi 24 février et ce jusqu'au 27 février prochain. Le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI vont passer en revue plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la signature d'accords de coopération. La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire en campagne de sensibilisation sur l'école obligatoire, une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la contribution de la Commission à la promotion du droit à l'éducation et au renforcement de la protection des droits de l'homme. L'actualité, c'est aussi le démarrage hier jeudi des opérations des patrouilles mixtes à Gao au Mali après plusieurs reports. Des patrouilles composées de l'armée régulière et d'ex-combattants de groupes armés. Nous en parlerons en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations résidant en Côte d'Ivoire qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, accompagné d'une importante délégation composée d'officiels et d'hommes d'affaires, effectuera une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du 24 au 27 février 2017. Au cours de cette visite, le président de la République et son illustre hôte, Sa Majesté, passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Cette visite d'amitié et de travail sera également marquée par la signature d'importants accords spécifiques de coopération, par la visite des sites de projets financés par le Maroc et par plusieurs audiences que Sa Majesté le roi du Maroc accordera à de hautes personnalités ivoiriennes. Les populations du district autonome d'Abidjan et de la communauté marocaine sont invitées à réserver un accueil chaleureux à l'hôte de marque le vendredi 24 février 2017 à 16h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et ce durant son séjour. Fait à Abidjan le mardi 21 février. Le roi Mohamed VI, roi donc du Maroc, sera à Abidjan à partir de ce vendredi pour une visite officielle. Et vous le savez, le royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis 1962 avec les présidents Félix Houphouët-Boigny et Sa Majesté le roi Hassan II. Des relations qui s'intensifient au fil du temps, faisant du Maroc aujourd'hui le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec 22% des investissements agréés par le CEPICI en 2015. Mahama Traoré, Abiba Dambélé, Saoué. Lundi 14 mars 2016, le président Alassane Ouattara reçoit le ministre marocain de l'Intérieur dépêché à Abidjan par le roi Mohamed VI. C'est la première délégation étrangère à venir témoigner sa solidarité à la Côte d'Ivoire suite à l'attaque terroriste survenue à Grand Bassam la veille. En plus de ce geste de compassion, le Maroc décide de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire son expertise en matière de renseignement. Dans la foulée, une équipe d'experts marocains est déployée aux côtés des autorités ivoiriennes pour faire la lumière sur cette attaque terroriste. Ce soutien illustre à lui seul l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien, des relations établies depuis le 16 août 1962 par le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et le roi Hassan II du Maroc. En plus de 50 ans de coopération bilatérale, force est de constater que les deux pays ont toujours fait preuve de soutien réciproque. La Côte d'Ivoire est un allié du Maroc dans le conflit au Sahara occidental. Toutefois, la diplomatie ivoirienne privilégie le dialogue dans la résolution de cette crise. La Côte d'Ivoire a également soutenu et appuyé le processus de réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Un objectif atteint depuis le 28e sommet des chefs d'État tenu fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie. De son côté, le royaume chérifien a fourni un contingent de 800 soldats à l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, pour appuyer le processus de sortie de crise. Depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, les liens entre les deux nations se sont bonifiés avec la signature de plusieurs accords de coopération. On en dénombre à ce jour 146. Si plusieurs domaines sont concernés, la part belle revient à l'accroissement des échanges économiques, chose qui a favorisé la percée des entreprises marocaines sur le marché ivoirien ces dernières années à travers des prises de participation dans les banques locales, des investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'immobilier ou encore des infrastructures. En 2015, le Maroc a terminé au premier rang des investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire
avec 22% des investissements agréés par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le Maroc est également un acteur majeur de la réalisation de plusieurs projets de développement. Le plus structurant est sans nul doute le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Coût estimé de ce gigantesque ouvrage, environ 270 milliards de nos francs. Autre fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le complexe de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment, de l'hôtellerie et de la restauration qui sera bâti à Yopougon. Complexe qui portera le nom de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Un roi qui entend aussi faire de la Côte d'Ivoire un partenaire économique stratégique en Afrique subsaharienne. En prélude à l'arrivée du roi prévue cet après-midi à 16h30, l'ambassadeur du Royaume du Maroc a accordé un entretien à la rédaction de RTI 1. Dans l'extrait que je vous propose de suivre maintenant, son Excellence se félicite des bonnes relations qui existent entre les deux pays tout en évoquant les potentialités de son pays. On regarde. C'est un pays autour de 35 millions d'habitants, dont le PIB est au-delà de 100 milliards de dollars, avec une croissance économique de l'ordre de 3 à 4% selon les années, parce que nous avons aussi une pluviométrie un peu capricieuse des fois, mais cette année, Dieu merci, c'est très bon. Nous avons une balance commerciale qui se développe graduellement. Nous sommes experts en plusieurs domaines. Nous sommes experts en engrais. Nous avons une entreprise d'État qui s'appelle l'OCP, qui est experte dans la matière. Nous avons l'agriculture, le tourisme, l'infrastructure. Nous avons des infrastructures qui sont développées de façon spectaculaire depuis une vingtaine d'années maintenant. Nous avons le TGV qui arrive, le premier TGV d'Afrique. Nous avons des barrages. Nous avons une autosuffisance électrique avec le développement des énergies renouvelables. Nous avons construit la première centrale d'énergie solaire au monde, à Ouarzazate au sud du Maroc, et ça a été reconnu de façon internationale. Nous avons organisé la COP22 l'année dernière, qui a permis de regrouper l'ensemble de la planète autour de la problématique de l'environnement, pour lequel nous travaillons très dur et espérons arriver à 52% de nos besoins en 2030 en énergie renouvelable. Donc ça, on sera en avance sur les objectifs qui ont été assignés à la COP21 et qui ont été mis en pratique à la COP22. Donc nous avons beaucoup d'atouts, nous avons encore beaucoup de choses à faire bien entendu, comme tout le monde, mais nous y travaillons sous l'égide de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a une vision, une ambition pour son peuple, mais aussi pour le continent dans lequel nous sommes, et nous nous en félicitons. Autre chose, à présent, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi avec plusieurs personnalités, notamment avec la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, porteur, lui, d'un message du président de la Commission internationale pour le financement des opportunités éducatives dans le monde, à Ouattara. Nana Akufo-Addo, 5e président de la 4e République du Ghana, a prêté serment le 7 janvier dernier en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara, invité spécial. Une forte délégation ministérielle conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana est donc venue remercier le chef de l'État pour sa présence aux côtés du peuple ghanéen à cette occasion. About 2 months ago, when we changed governments, our president. Il y a 2 mois, le pouvoir a été changé au Ghana, comme vous le savez, et lors de l'investiture de son Excellence, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, son Excellence le président Alassane Ouattara a été invité en tant que invité d'honneur, et son Excellence a bien accepté et a été présent pendant cette cérémonie qui s'est passée au Ghana. Donc, nous sommes ici, une délégation très forte de 3 ministres et puis les autres membres du gouvernement, pour venir dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, ainsi qu'au peuple ivoirien pour cette amitié que nous continuons à réjouir entre les deux pays. Comme vous le savez, le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous avons une très forte amitié fraternelle qui existe entre nous. Et pour aussi dire au peuple ivoirien que le Ghana sera toujours du côté de la Côte d'Ivoire dans tout ce que nous faisons. Donc, nous sommes là pour dire merci au peuple ivoirien et surtout à son Excellence,
Monsieur le Président Alassane Ouattara. L'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete est l'envoyé spécial du président de la Commission internationale pour le financement des opportunités éducatives mondiales. Il est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara le rapport de la Commission. Dans ce rapport-là, un certain nombre de constats ont été faits. Qu'il est important d'investir dans l'éducation pour atteindre le développement. Dans le cas spécifique, il est important que l'éducation, les investissements soient efficients, soient soutenus et que ces éducations-là fassent preuve d'innovation. La Commission était totalement déterminée à travailler avec la Côte d'Ivoire afin que, d'une part, les réformes que la Côte d'Ivoire veut entreprendre soient soutenues par la Commission et également que la Commission allait travailler avec les autorités ivoiriennes pour mobiliser les ressources de la communauté internationale pour soutenir ces efforts-là. Créée en 2015, la Commission internationale pour le financement des opportunités éducatives mondiales a pour objectif de mobiliser des fonds pour renforcer les systèmes éducatifs des pays les moins avancés. Le secteur privé ivoirien a exposé jeudi ses préoccupations au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au cours d'une rencontre du cadre de concertation État et secteur privé. Une rencontre qui, selon le président du Parlement du patronat ivoirien, a permis au secteur privé de faire avec le Premier ministre la revue de ses préoccupations et de dégager un chronogramme de travail. Les précisions d'Herman Guivet. Gouvernement de Côte d'Ivoire et patron du secteur privé autour d'une table pour ensemble échanger sur leurs différents champs de collaboration. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est employé à faire du secteur privé le principal moteur de croissance en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, l'État et le secteur privé doivent ensemble s'accorder sur le principe de ce partenariat, objectif souligné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À travers le comité de concertation État-secteur privé, l'opportunité est offerte aux chefs d'entreprise de faire entendre leurs préoccupations. Les préoccupations du secteur privé d'ordre général tournent souvent autour des questions de fiscalité. Elles tournent souvent autour des questions de coûts de facteurs de production, autour des questions d'infrastructures économiques. C'est toutes ces questions que nous avons passées en revue dans le cadre d'un chronogramme de travail très précis. Cette rencontre est venue pour nous vraiment comme un signal fort de renforcement du partenariat secteur public-secteur privé. Nous ressortons de cette réunion tout à fait confiants et rassurés dans la bonne marche de ce partenariat. Il convient de souligner que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire veut continuer d'être une force de proposition auprès du gouvernement pour améliorer davantage le climat des affaires de manière à répondre à la vision du chef de l'État qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent porté par le secteur privé. Pour redonner à la Côte d'Ivoire son caractère de pays propre où il fait bon vivre, le ministère de la Sécurité, de l'Environnement et du Développement durable a initié l'opération Grand Ménage dont le lancement a été fait hier après-midi par Dominique Ouattara, la marraine de la cérémonie. Occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire d'inviter les populations à s'approprier la question de la lutte contre l'insalubrité. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, lui a annoncé que l'État va injecter cette année 16 milliards 500 millions de francs CFA dans le ramassage des ordures. La lutte contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire, une noble cause que la première dame Dominique Ouattara a décidé d'ajouter à la liste des combats qu'elle mène déjà. Un combat qui a tout son sens, car il y a bel et bien urgence, selon la ministre de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Ailleurs, à l'entrée et à la sortie des villes, présence trop remarquée de dépôts sauvages de nos ordures ménagères et assimilées. Dans les rues, devant nos habitations, sachets plastiques, sachets d'eau et de friandises, partout, caniveaux bouchés, flancs de collines enlaidis par les déchets épars, pneus usagés. Dans quel pays sommes-nous? Vous et moi, nous savons que nous sommes co-responsables de cette insalubrité grandissante. Qui viendra maintenir la propreté de notre pays à notre place?
Est-ce que vous voulez que nous continuions de vivre et de faire vivre nos enfants dans cet environnement aussi insalubre? Devant un tel cri de cœur, un sursaut d'orgueil s'impose. Consciente de ce fait, toutes les forces vives de la nation adhèrent pleinement à l'opération de salubrité baptisée Grand Ménage. Une initiative de grande envergure qui invite chaque habitant de la Côte d'Ivoire à nettoyer et à assainir son cadre de vie le premier samedi de chaque mois. L'État fera également sa part, car l'insalubrité, en plus de ses conséquences sur la santé des populations, nuit à l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire. Selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour 2017, ce sont environ 16,5 milliards de francs que le gouvernement va injecter dans la collecte et le ramassage des ordures. Je prends ici l'engagement devant tous que cette année 2017 verra la transformation de notre pays en matière de collecte des ordures ménagères. Je voudrais relever avec satisfaction l'approche de Madame la ministre qui appelle la contribution et la mobilisation de la nation entière autour de la question de la propreté en cité et surtout l'invitation à un véritable changement de comportement. Oui, évitons de jeter les ordures dans les rues, car la rue n'est pas une poubelle. Ramassons le bout de papier qui traîne pour éviter qu'il pollue notre environnement, car nous sommes tous co-responsables de la propreté. Voilà quelques gestes simples que nous devons faire quotidiennement. Il s'agit là d'un acte citoyen que nous devons davantage pratiquer désormais. Oui, il nous faut appréhender la propreté comme un bien public, au même titre que l'eau, l'énergie, la santé, dont nous ne pouvons pas nous priver sans courir le risque de mettre à mal notre santé et notre marche irréversible vers le développement. Au vu de cet engagement national, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'opération Grand Ménage, se dit optimiste quant à sa réussite. Je voudrais saluer cette initiative salutaire du gouvernement qui vise à instaurer une opération Grand Ménage, impliquant l'ensemble des populations pour la propreté de nos villes et nos villages. Je me réjouis d'ores et déjà que ce projet rencontre l'adhésion de toutes les populations de notre beau pays, car il y va de l'épanouissement et du bien-être de nos concitoyens. Je suis certaine qu'avec l'implication de tous, nous arriverons à obtenir des résultats à l'échelle nationale. Rien de grand et de beau ne peut se construire dans un cadre de vie insalubre. Il nous faut donc changer positivement les mentalités et modifier les comportements. J'en appelle donc au sens de la responsabilité et du civisme de chacun, car notre rôle est indispensable dans le succès de cette initiative. J'ai foi que nous réussirons à faire de notre belle Côte d'Ivoire un pays exemplaire en matière d'environnement et de salubrité. Le coup d'envoi de l'opération Grand Ménage sera effectivement donné le samedi 4 mars prochain. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a organisé mercredi à Abobo une campagne de sensibilisation sur l'école obligatoire. Cela en vue de vulgariser le droit à l'éducation. Cette campagne s'inscrit selon la présidente de la CNDHCI dans le cadre de la contribution de la Commission à la promotion du droit à l'éducation et au renforcement de la protection des droits de l'homme. Sidonie Davila. Elle est arrivée ce mercredi dans la commune d'Abobo pour faire comprendre aux parents et aux enfants le contenu et la portée de la loi relative à l'école obligatoire. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, à la deuxième étape de sa campagne de vulgarisation de la loi portant sur l'école obligatoire, initiée depuis janvier, n'a pas manqué d'insister sur son caractère non négociable. Sensibilisons les populations sur l'école obligatoire, c'est-à-dire le droit à l'éducation qui est non seulement un droit fondamental, mais qui est aussi un droit obligatoire. Dans ce droit à l'éducation, nous abordons plusieurs sujets, notamment l'encadrement des enfants, la vocation de l'école, et puis le suivi, et surtout ce sujet fâcheux qu'est les grossesses en milieu scolaire. À côté de la CNDHCI, le ministère de l'Éducation
l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bientôt, ce seront les populations des villes de l'intérieur qui auront l'occasion de bénéficier de cette campagne de sensibilisation qui a débuté dans la commune de Koumassi. 28 groupes focaux seront également mis en place pour poursuivre cette communication une fois la campagne terminée. Bakayoko Liramata vient d'effectuer une visite à l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo. Cette visite de la ministre de l'Enseignement supérieur s'inscrit dans le cadre d'une vaste tournée qu'elle effectue dans les différentes universités de Côte d'Ivoire. À Korogo, la ministre a lancé le FONARI, le Fonds national d'appui à la recherche et à l'innovation. Siekwasi, Chantal Akandan, reportage. Le séjour de travail du ministre Liramata Bakayoko à Korogo a permis de recenser les besoins des communautés universitaires en vue de donner des réponses adéquates à leur bon fonctionnement. Plusieurs séances de travail ont été organisées avec toutes les sensibilités de cette université. Ce fut des moments de rapprochement entre les différentes parties. Ainsi, ils ont pu se parler franchement sur divers sujets, notamment les nombreuses grèves. La ministre s'est réjouie de l'ambiance qui a prévalu au cours des échanges. L'un des points forts de cette visite, le lancement officiel du Fonds national d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation, le FONARI. Coût global de ce fonds, 500 millions de francs CFA. La recherche scientifique doit constituer un outil de développement et accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour permettre la pérennisation du financement de la recherche, le président a octroyé un fonds annuel de 500 millions de francs CFA à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Et si ce fonds est bien utilisé, bien sûr qu'il sera augmenté. Le président de l'université de Korogo a salué le choix de son institution pour le lancement de ce fonds. Pour lui, cela va permettre de propulser la recherche au sein de cette université. La visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'université de Korogo marque ainsi la fin de sa tournée dans les différentes universités du pays. Le règlement sur le bois de l'Union européenne est un instrument qui oblige les acteurs européens de la filière à importer du bois produit légalement. Il est en vigueur en Europe depuis 2013, mais semble méconnu par la société civile engagée dans la protection de la forêt et de l'environnement. L'ONG International Client Earth décide donc une formation de 25 membres de la société civile afin de leur faire comprendre ce mécanisme qui favorise le commerce légal du bois. L'atelier de formation a eu lieu mercredi dernier en présence de notre reporter Konaté Moussa. Le règlement sur le bois de l'Union européenne est un mécanisme qui vise à écarter du marché de l'Union européenne le bois produit de façon illégale. Il oblige les opérateurs européens à importer du bois d'origine légale. Pour permettre aux acteurs ivoiriens de mieux comprendre son application, l'ONG Client Earth initie une formation à l'intention de 25 membres de la société civile engagés dans la protection de la forêt et de l'environnement. La façon dont le bois est produit doit respecter les communautés locales, doit respecter la population, doit respecter les règles qui ont attrait au transport et à l'export du bois. Et donc c'est tout un ensemble de règles qui pour nous, société civile, nous pensons que c'est important de mettre l'accent dessus et d'aider les efforts du gouvernement pour la gouvernance forestière. Donc nous espérons qu'en ayant une meilleure connaissance du règlement bois de l'Union européenne, la société civile puisse être mieux informée, plus active et plus dynamique pour aider à ce que le règlement de bois de l'Union européenne puisse être mieux appliqué. La société civile peut aider à la mise en œuvre du RBUE en donnant les informations nécessaires à l'autorité compétente au niveau de l'Union européenne. Et si la société civile arrive à indexer un bois qui est illégal, alors les sociétés qui importent le bois au niveau de l'Union européenne vont s'abstenir de l'importation de ce bois. L'objectif, c'est d'arriver à un commerce légal. Le règlement sur le bois de l'Union européenne est mis en vigueur en Europe depuis 2013. Sa mise en place pourra contribuer à freiner le commerce illégal du bois provenant de la Côte d'Ivoire à destination de l'Union européenne.
Bilan satisfaisant du projet de réduction de la pauvreté à San Pedro. Projet initié par le gouvernement et le système des Nations Unies. À mi-parcours du projet, bilan donc jugé satisfaisant selon le comité de pilotage. 283 enfants âgés de 16 à 18 ans ont été formés et 2000 femmes ont bénéficié de conseils. Coût du projet, 1,7 milliard de francs CFA. Honorina Nigori. Ce projet de réduction de la pauvreté vise à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les communautés. Il s'intéresse également à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. C'est ainsi que dans 10 villages de la région de San Pedro et dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, 283 enfants âgés de 16 à 18 ans ont été sortis des plantations de cacao par l'UNICEF. Ils ont été formés et encadrés dans des métiers de l'élevage de poulets par l'Agence nationale de développement rural, l'ANADER. Ce projet, initié conjointement par le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et l'Espagne, profite à d'autres jeunes. Ils ont créé et gèrent leur propre entreprise de poissonnerie, de culture de tomates bio, de cordonnerie moderne, de maroquinerie et de vente de tenues vestimentaires. Grâce à cette initiative, des jugements supplétifs ont été établis, des jeunes gens ont été formés à l'entrepreneuriat et bénéficient des fonds pour créer des entreprises en vue de se prendre en charge. Ce programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro a débuté en 2014. Il est financé à hauteur d'1,7 milliard de francs CFA. Il y a pénurie d'eau à Diabo, une localité de la région de Bouaké. Depuis 2 mois, l'eau potable ne coule plus des robinets des ménages, une situation qui s'accentue pendant la saison sèche. Les rares puits de la ville ne couvrent pas toujours les besoins des ménages. Les marigots et autres points hors de la ville sont fréquentés par les bœufs. Les populations en ont marre, elles ont crié leur ras-le-bol en manifestant dans les rues de Diabo. Soro Corona, Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Cri de colère des populations dans les rues de Diabo, localité située à 15 km de Bouaké. Manifestation pour exprimer leur mécontentement relatif à la pénurie d'eau potable que connaît cette commune depuis 2 mois. Manque d'eau accentué en cette saison sèche. En 2013, il y a eu un château en construction dans le village de Ngatakou. Malheureusement, selon les informations que nous avons, les installations techniques ont été mal faites. Conséquence du vent dans les robinets au lieu et place de l'eau. Ça fait au moins 4 mois, il n'y a jamais eu l'eau courante. Nos parents, à partir de 3 heures du matin, ils ne dorment plus. Ils sont à la recherche d'eau. Les rares puits de la ville n'arrivent plus à satisfaire les besoins des ménages en eau potable. Une situation qui oblige les femmes à élire domicile à côté des points d'eau. L'eau ne manque jamais ici. Mais pour cette histoire-là, fait que vraiment, ça a manqué. Ils ont fermé pour que l'eau remonte un peu et après, ils viendront pour puiser. Non loin de là, à 500 mètres de la ville, des marigots créés à cet effet pour désengorger les puits. Peu importe la qualité de l'eau à Diabo, en cette période de pénurie d'eau. Pour calmer la situation, les autorités municipales ont échangé avec les chefs de village, les présidents de jeunes et les femmes. Des populations qui comprennent mal le manque d'eau dans leurs ménages. Pourtant, leur terre abrite l'Aloka, le lac qui alimente les départements et sous-préfectures de la région de Bouaké en eau potable. L'État est saisi, l'assaut de CEO à pied d'œuvre, pour qu'une solution partielle soit trouvée. En attendant qu'une solution durable et définitive soit trouvée avec les éventuelles pluies, les populations de Diabo continuent de souffrir de cette situation qui n'a que trop duré.
Je vous le disais en titre, après plusieurs reports, les patrouilles militaires mixtes ont démarré leurs opérations jeudi 23 février à Gao, la principale ville du nord du Mali. Composée de l'armée régulière et d'ex-combattants de groupes armés, ces patrouilles sont censées préfigurer la nouvelle armée unitaire malienne. La formation de ces patrouilles mixtes fait suite à un accord signé en mai-juin 2015. Elle vise à isoler définitivement l'ex-rébellion des djihadistes qui avait pris en 2012 le contrôle du Nord. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.